Bonsoir mes chers amis, bonsoir pour ce 8e live. Je vois que Bernard est déjà là, que Laurent est déjà là. Merci beaucoup d'être présents. Eh bien ce 8e live, comme les autres lives, eh bien il a pour vocation à ce qu'on réfléchisse et non pas nous faire submerger par les médias mainstream qui nous empêchent, en fait, qui nous lavent plutôt le cerveau. Voilà, réfléchir à l'actualité, celle qui nous environne, celle de nos proches, celle que nous vivons tous les jours. Et pour réfléchir, eh bien, on a besoin de faire marcher son cerveau, mais aussi son cœur. Et donc, c'est ce que nous faisons, en fait, lors de ces lives. Et puis, par conséquent, c'est un message d'amitié. Parce que aujourd'hui où la convivialité est encore interdite, nous souffrons de cette distanciation sociale qui nous est imposée. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin les uns des autres de nous embrasser, de nous parler sans masque. Et donc c'est pour ça qu'avec ce petit live, eh ben, j'espère qu'on arrive à ce but-là. Ce soir, il y aura trois. Alors, est-ce que tu peux me dire, Frédéric, si ça fonctionne au niveau des personnes que je vois ici sur ma tablette? D'accord. Confinement ou non confinement, ce sera le premier sujet. Et puis, le deuxième sujet, c'est soumission ou révolte. Alors, comme vous l'avez entendu et comme vous l'avez compris comme moi, ce qui nous pendait au nez, c'était le 3e confinement dès demain. Or, comme le refus de la part de nos concitoyens est de plus en plus important, puisqu'ils se doutent ce que ferait un 3e confinement, eh bien, apparemment, le président de la République française hésite. Et je vais vous parler de la réalité aujourd'hui de ce fameux Covid dans notre pays, et puis des conséquences qu'aurait un 3e confinement, mais que vous devez deviner aussi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, déjà, ça fait 15 jours que nous sommes en couvre-feu à partir de 18h, et en fait, nous nous apercevons bien sûr que ce couvre-feu a très peu d'utilité, puisqu'il n'y a pas plus de 3000 cas de personnes en réanimation aujourd'hui. Alors, évidemment, quand ce sont surtout des personnes âgées qui n'ont pas eu le traitement hydroxychloroquine dans les temps et qui se retrouvent effectivement en réanimation. 3000 cas en tout et pour tout. Alors on nous annonce 20 000 cas par jour de cas positifs. Sauf que, si vous voulez, le pourcentage de positivité est toujours le même, puisque les tests PCR sont peu fiables, ils n'ont pas été créés pour savoir s'il y avait infection ou pas. Et évidemment, le fait de tester, le fait de chercher à tester les gens avec ces tests PCR, c'est de nous affoler en disant qu'il y a de plus en plus de cas positifs. Mais les cas positifs, ce n'est pas les malades. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais vous montrer la vidéo d'Amélie Paul, vous savez, dans La vérité brutale, qui explique que ces tests ne sont pas fiables et qu'en fait, le créateur de ces tests PCR n'avait pas, donc, le texte n'a pas pour but de détecter l'infection. Et que le docteur Fauci aux États-Unis, d'ailleurs, lui, en premier lieu à la Maison-Blanche, celui qui s'occupait de la santé publique aux États-Unis, a utilisé ces tests pour affoler les gens en disant voilà, il y a beaucoup de cas positifs. Alors je vous propose donc de regarder ce tout petit extrait d'1 minute 14 de La vérité brutale par Amélie Paul et je vous retrouve après. Admettons que nous sommes dans un monde parallèle où les tests PCR sont fiables et où il y aurait 2% des tests qui seraient positifs. Alors par exemple, 2% de 5000 tests ferait 100 cas positifs. Si on décidait de faire beaucoup plus de tests et que l'on passait de 5 000 à 40 000 tests par jour, alors nous aurions maintenant 800 cas positifs par jour. Ça fait 700 cas de plus par jour. Bien sûr que non. Il n'y aurait aucune augmentation. Nous sommes toujours à 2% de tests positifs.
Peu importe le nombre de tests frauduleux que nous passerons à chaque jour, nous resterons toujours autour du même pourcentage de cas positifs, mais le nombre augmentera bien évidemment si on fait plus de tests. Tout ça pour un test dont l'inventeur lui-même, Carey B. Mullis, prix Nobel de chimie de 1993, affirmait qu'il n'était pas fiable pour diagnostiquer une maladie infectieuse. Curieusement, Mullis est mort d'une pneumonie, le 7 août 2019. Seulement quelques mois avant le début de la pandémie. Mort juste à temps avant de pouvoir dévoiler que son test ne pouvait pas être utilisé pour détecter la COVID. Quel hasard. Si jamais vous ne comprenez toujours pas la fraude des tests de COVID, retournez faire votre cours de mathématiques secondaire 1 et ça presse. Amélie Paul nous parle des tests PCR. Bonsoir Gilles, bonsoir Maurice, ça me fait très plaisir de vous avoir indirectement, mais de vous avoir avec moi. Voilà la réalité du Covid-19 ou de la Covid-19 aujourd'hui en France et donc on nous menace d'un troisième confinement. Et c'est bien une menace quand on connaît les conséquences des deux premiers confinements et de ces mesures drastiques sanitaires. Sur le plan économique, c'est évident que c'est un ravage. Il y a 49% des PME aujourd'hui qui déclarent, les chefs de ces PME déclarent qu'elles mourront d'un troisième confinement. Ou alors, elles sont sous perfusion de l'État, mais on comprend bien que même si certaines entreprises, certains commerçants touchent actuellement des subventions de la part de l'État ou des collectivités locales ou territoriales, eh bien, que ces subventions sont limitées, qu'à un moment donné, il n'y en aura plus, hein, et que, d'autre part, les commerçants, les artisans, ce qu'ils demandent, c'est de travailler, c'est leur dignité, c'est leur vie. Hein. Nous ne sommes pas des petits pions que l'on perfuserait et qui seraient heureux d'être sous perfusion. Hein. La vie, c'est aimer et se donner dans son travail, et la plupart des commerçants, c'est de cela qu'ils veulent vivre, et non pas de subventions et de perfusion. Et ce que nous nous apercevons aussi aujourd'hui, c'est que c'est la jeunesse qui est en premier lieu, qui souffre énormément. Voilà. Et je vais vous indiquer d'ailleurs dans une petite note de l'INSEE qui date du 14 octobre 2020, à quel point cette jeunesse souffre et voit évidemment l'avenir de façon très noire. Selon cette étude de l'INSEE, 8,6% des moins de 25 ans qui avaient un travail l'ont perdu pendant le confinement, contre 4,1% des 25-29 ans. Tandis que la baisse des embauches, notamment en CDD et en intérim, a rendu plus difficile le retour à l'emploi. Les jeunes sont d'autant plus vulnérables qu'ils n'ont souvent pas accès aux minima sociaux. Les moins de 25 ans sont en effet exclus du revenu de solidarité active, c'est-à-dire le RSA, qui garantit 565 € mensuels pour une personne seule, sauf ceux ayant un enfant à charge, ce qui leur donne droit au RSA. Voilà, ça c'est pour les moins de 25 ans. Pour les autres, il existe une version spéciale de cette prestation, le RSA jeune actif, avec un montant identique, donc 565 €, mais des conditions bien plus drastiques. Pour y prétendre, il faut avoir travaillé pendant 2 ans à temps plein au cours des 3 dernières années, soit une borne plus élevée que celle de l'assurance chômage, qui ne requiert aujourd'hui que 4 mois de travail pour toucher des allocations. Donc, voilà, donc vous voyez que ces jeunes de moins de 25 ans sont dans la précarité totale. Pour ceux qui ne trouvent pas de travail, puisque si vous avez 49% des PME qui mettent la clé sous la porte, c'est quand même la source d'emploi la principale. Voilà l'état de notre pays aujourd'hui, et imaginons donc un troisième confinement. Ce qui fait que si le président de la République a décidé de ne pas nous confiner demain, c'est très probablement qu'il sent qu'il y a quand même un refus de se faire emprisonner une troisième fois pour quasiment faire mourir notre économie.
Maintenant, j'aborde donc le deuxième point qui est justement soumission ou révolte. Ce refus du confinement, ce refus de fermeture des magasins et des restaurants, la semaine dernière, nous en avons parlé avec l'Italie qui s'est insurgée contre la fermeture des restaurants et beaucoup de restaurateurs en Italie ont ouvert malgré la menace de leur État. Et aujourd'hui, nous avons aussi aux Pays-Bas et puis aussi en Écosse, en Italie, des tentatives de manifestation. Alors je dis tentatives de manifestation parce que l'État n'hésite pas à réprimer violemment les manifestants. Donc je vous propose aussi de regarder durant 1 minute 16 ces manifestations dans ces différents pays européens et je vous retrouve ensuite. It's completely strange that things are getting out of hand. People are losing their mind. Buonasera a tutti dal Vicolino di Varese, locale strapieno, tutti contenti. L'avevamo promesso, avremmo fatto riaprire i locali, un po' alla volta li faremo riaprire tutti, l'abbiamo promesso settimane fa. Libertà! 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 Buona serata a tutti, viva la vita, abbasso la paura! Libertà, oui, parce que lorsque nous sommes confinés ou que nous sommes sous le couvre-feu, c'est évidemment pas la libertà. En France aussi, il y a aujourd'hui des artistes qui prennent la parole et qui expriment leur révolte. Et ça, c'est bon signe parce que les artistes sont bien souvent directement dépendants de l'État. Et si aujourd'hui, ils osent parler, ils osent dire leur mécontentement de cet anéantissement de la liberté, ça donne de l'espoir. Et peut-être que vous avez entendu le chanteur français bien connu et reconnu, Francis Lalanne, qui s'est exprimé au micro de France Soir, vous savez, le média dont je vous avais parlé, dont je vous avais conseillé de regarder, c'est-à-dire France Soir, avec Richard Boutry. Je vous invite à écouter l'extrait de l'expression de Francis Lalanne de 2 minutes 35. Il y a eu un mensonge de l'État. Et ce mensonge de l'État a débouché aujourd'hui sur des conditions de gestion de la crise qui sont plus que contestables. Et qui, il appartiendrait à une enquête parlementaire impartiale de le démontrer, ont mis en danger la vie des Françaises et des Français. Le mensonge a mis en danger la vie des Françaises et des Français. Le fait d'empêcher aujourd'hui des praticiens de prescrire certains médicaments ont coûté la vie à des Françaises et des Français. Ce gouvernement, je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, a du sang sur les mains. Il a du sang. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation de non-droit, une situation sans retour. On n'est plus dans un état de droit. L'état de droit, c'est l'État qui respecte son droit. L'État fait le droit et l'État doit respecter le droit qu'il fait. Si l'État ne respecte plus le droit qu'il fait, nous ne sommes plus dans un état de droit. Si les pouvoirs ne sont pas séparés, s'ils sont confondus par une même personne, eh bien, on n'est plus en République. Si on porte atteinte à la liberté, aux libertés fondamentales, si on porte atteinte, comme ils veulent le faire maintenant, à la propriété, si on porte atteinte à la sûreté en demandant à la police de tirer sur les gens qu'ils doivent protéger, okay, on n'est plus dans la République. Et donc, le peuple doit exercer son droit et son devoir constitutionnel de résistance à l'oppression. On n'est plus dans un état de droit. Il faut, sur ma pétition ou d'une autre manière, que les Français officiellement se mobilisent pour demander aux députés et aux sénateurs de déclencher l'article 68 et la destitution du président de la République. C'est lui le seul responsable de tout ça. C'est lui, quand il parle à la télévision, qui dit « j'ai décidé », alors que son rôle, article 5 de la Constitution de la France, n'est pas de décider.
Son rôle n'est même pas de gouverner, son rôle est de présider et de veiller au respect de la Constitution. C'est la sentinelle du peuple, normalement, c'est lui qui doit veiller à ce que tout ce qui est en train d'arriver en ce moment dans notre pays n'arrive pas. Et vous voulez que moi je ferme ma gueule et que je reste chez moi, à laisser ces gens-là continuer à faire ça, à faire des gardes à vue sans motif, à tirer sur des gens innocents dans des manifestations alors qu'ils ne sont même pas armés et qui font de mal à personne, à leur ôter un œil, à les estropier. Eh bien, je demande que cet individu, que ce blanc-bec, soit destitué par des moyens constitutionnels, non pas des moyens de subversion, non pas des moyens d'agitation de rue, mais des moyens constitutionnels, des moyens qui sont la mise en œuvre d'outils dont la Constitution de la France dispose pour mettre à bas les tyrans. Voilà Francis Lalanne qui s'exprime effectivement très directement. Et je vois donc aussi que Pierre Vionnet, Frédéric Butès sont avec nous ce soir. Merci de suivre ce petit live. Alors, Francis Lalanne dit que voilà, appelle à ce réveil aussi de tous nos concitoyens et se révolte contre les mesures qui sont prises par notre président de la République. Mais il est vrai que lorsque les Gilets jaunes ont déjà exprimé en 2019 longuement leur ras-le-bol d'être écrasés, eh bien, ils ont eu, bien sûr, à essuyer des répressions drastiques, et notamment par une tactique bien connue, parce qu'elle ne date pas de 2019, une tactique bien connue d'infiltration des Black Blocs ou des groupes très violents. Et ce qui fait peur, et d'ailleurs le gouvernement bien sûr laissait faire et même provoquait ces infiltrations, parce qu'immédiatement les gens ont peur de cette violence et assimilent très facilement celui qui manifeste à l'ultra-violent. Donc c'est une tactique utilisée depuis très longtemps, et je vous propose d'écouter Xavier Hofer, qui est quand même un criminologue expérimenté, un professeur en criminologie, Xavier Hofer, qui a écrit même un ouvrage, je crois, avec Alain Bauer. Et Xavier Hofer nous explique que cette tactique, lui, il l'a vu de ses propres yeux et il connaît très bien ça. Je vous propose donc, en 3 minutes, Xavier Hofer va nous détailler ce phénomène. Je peux vous assurer, et j'affirme de la façon la plus formelle, car j'ai eu de ça une connaissance extrêmement précise et factuelle, qu'à l'heure actuelle, la préfecture de police sait parfaitement qui sont les 150 ou 200 individus les plus dangereux sur la place de Paris et dans la banlieue, disons dans l'Île-de-France. Et que si elle le veut, les individus en question, elle peut les faire arrêter le matin de la manifestation, à 5h ou à 6h le matin, et les mettre hors d'état de nuire jusqu'à 20h la nuit suivante et les relâcher après. Elle le peut quand elle le veut. Ces individus-là sont connus. En plus de ça, ce sont des individus, ça n'a rien à voir avec le gauchisme des années 60, 70, etc. Ce sont des individus narcissiques, ce sont des individus qui s'imaginent chacun un peu, vous savez, comme Superman, à savoir que dans la vie courante, je suis un petit binoclard sans intérêt, mais le soir venu, je mets ma cape et puis ma cagoule et je deviens un super-héros, etc. Ils sont plutôt dans cette mentalité-là, mais en même temps, il y a beaucoup de drogués, il y a beaucoup de gens qui ont des vies bizarres, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'illicite, dans le piratage informatique, etc. Là-dedans, la police et le renseignement se promènent. On peut très bien, à tout instant, quand on le veut, il suffit que le président de la République le dise au ministre de l'Intérieur, qu'il dit au préfet de police, et le lendemain, la veille de la manifestation, plus exactement, vous avez 150 ou 200 individus au Newf, et la manifestation se passe décemment avec des gens qui effectivement ont le droit de manifester, mais pas des individus qui cassent tout. Donc si on vous suit, et pour synthétiser, il y a une volonté politique de les laisser agir impunément dans les manifestations. Bien entendu. J'ai un de mes amis, lui-même policier, en civil, qui a assisté la semaine dernière à la place de la Bastille à la situation suivante, qui s'est déroulée devant ses yeux et dont il est le témoin. À un moment donné,
la police et les gardes mobiles ou la gendarmerie mobile étaient sur la place de la Bastille. On a vu brutalement la police et la gendarmerie refluer en dehors de la place de la Bastille vers le début du boulevard Beaumarchais ou du boulevard Richard Lenoir. On a vu 5 minutes après des individus sortir de petites ruelles, vous savez, qui longent le canal Saint-Martin, commencer à tout casser sur la place. Ce sont des athlètes. Il y en a un que mon copain a vu, qui est monté en haut d'un poteau de plus de 10 mètres et qui là disposait d'un matériel spécifique qui lui a permis, dans une gerbe d'étincelles, de complètement saboter la caméra qui photographiait toute la scène sur place, quoi. Et à la suite de quoi, les individus en question, après avoir cassé et mis le feu, sont repartis aussi vite qu'ils étaient arrivés par les ruelles. Et 5 minutes après, les policiers et les gendarmes sont arrivés à nouveau sur la place. Si ça n'est pas une sorte de ballet parfaitement concerté et chorégraphié, eh bien, je m'y connais pas, quoi. Voilà, Xavier Hofer qui nous parle de cette infiltration de ceux qui vont casser les mouvements de révolte, et en tout cas de ceux qui ne veulent pas se soumettre à leur petite mort. C'est vrai, comme dit Frédéric Butet, que on n'a pas l'impression que le peuple, en tout cas que tous nos concitoyens ont vraiment une réactivité qui pourrait nous faire espérer qu'on arrive à se faire entendre. Mais il faut savoir que déjà il ne faut pas désespérer, parce que cette volonté de résister, elle est quand même plus grande qu'il y a quelques mois. Et d'autre part, il faut savoir que cette tentative et cette volonté de nous soumettre a été très bien étudiée, et ça fait partie de l'ingénierie sociale. Et moi, j'ai lu ce livre de Naomi Klein. Il y a, alors je ne sais pas si on la voit là, c'est vrai, de Naomi Klein, La stratégie des chocs, qui explique que donc par le chaos, par le désastre, par la peur, on arrive très bien à soumettre par la psychologie les masses. Et il y a eu en 1963 l'expérience de Milgram, qui est un psychologue qui a justement étudié comment soumettre les masses. Et cette expérience sur les êtres humains, donc cette expérience de Milgram, a fait l'objet d'un film qui s'appelle E-Comicar. En tout cas, cette expérience est traduite dans le film E-Comicar. On voit que c'est très très bien étudié, cette soumission à l'autorité et cette obéissance totalement servile, parce que Milgram n'était pas contre l'obéissance, parce qu'il faut bien une direction pour qu'une société tienne, un chef pour qu'une société tienne, mais c'est l'obéissance servile, c'est-à-dire aveugle. Il a très bien étudié ça. Donc je vous propose aussi de regarder cet extrait de E-Comicar qui dure 3 minutes 43. À tout à l'heure. Le principe de cette expérience est extrêmement simple. Voici une liste de 30 mots. Associez chacun à un adjectif. Ciel bleu, animal féroce, vent violent, etc. Monsieur Despol, vous allez lire à Monsieur Rivoli ces 30 couples de mots. Ensuite, vous lui donnerez seulement l'adjectif. À chaque fois que Monsieur Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition. Vous pousserez un de ses curseurs et il recevra une décharge électrique. Comme vous voyez, ces curseurs sont gradués de 15 en 15 volts, qui s'additionnent. Vent féroce. Rire féroce. Non, c'est faux. La réponse était animal. 15 volts. La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse,
C'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi pas. Je vous en supplie, monsieur. Arrêtez. Faut y mettre vous concentrer. Et de ne pas répondre n'importe quoi. Qu'on en finit. Il m'a demandé d'arrêter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous prie de continuer, monsieur Despol. Paul essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime. Si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas? S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Vous m'entendez? Le mot est blanche. J'en ai assez. Je suis trop mal. Je ne vais plus répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Considérez son silence comme une erreur et envoyez-lui 180 volts. Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner. Je prends sur moi toute la responsabilité. Si vous prenez la responsabilité. Ces appareils sont entièrement factices. Il n'y a absolument aucun courant électrique entre le pupitre de M. Despol et la chaise de M. Rivoli. Mais M. Despol n'en sait rien. M. Rivoli a beaucoup de talent, n'est-ce pas? La cohérence du système hiérarchique disparaît dès qu'il y a désaccord au niveau de l'autorité. Le sujet en profite pour arrêter d'obéir. Vous avez beaucoup de sujets qui sont allés jusqu'à 405 volts. En moyenne, 63% des sujets sont obéissants. Donc c'est assez effrayant, la capacité de soumission de cette obéissance servile. Et nous en parlions il y a quelque temps, dans un live précédent, qu'il y a effectivement deux groupes de nos concitoyens aujourd'hui qui se dessinent. Ceux qui veulent avoir la paix et qui ont fait confiance et qui veulent continuer à faire confiance à ce pouvoir qu'ils considèrent comme légitime et qu'ils ne veulent surtout pas, justement, voir ou la réalité. Donc ils se sont construits une réalité où ils disent que de toute façon ils font confiance à ce pouvoir, donc ce groupe-là, donc qui va se soumettre à toutes les mesures, et un autre groupe qui lui, vous comme moi j'imagine, qui souhaite se rebeller parce que persuadé, et nous avons les preuves, que ce pouvoir ne nous veut pas du bien. Hein, en ravageant notre pays, en ravageant il ne veut pas du bien, et donc nous ne pouvons pas lui faire confiance, et donc nous cherchons à nous rebeller ensemble. Mais évidemment, cette opposition entre ces deux groupes, le pouvoir en profite aussi pour nous diviser et donc nous fragiliser. Alors, entre soumission et révolte, certains, et j'ai vu aussi justement réagir comme ça dans les commentaires, parlent de révolution. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. La révolution française, hein, dans l'histoire officielle, ce serait le pouvoir au peuple. Sauf que, si vous voulez, cette révolution française a accouché de la République que nous avons aujourd'hui, et nous voyons bien que c'est une oligarchie financière qui finalement, elle, aujourd'hui, nous opprime. Donc ne nous trompons pas de combat, et comme le disait aussi Jérémy là dans les commentaires, effectivement, Lalanne, Francis Lalanne, que nous avons écouté tout à l'heure, parlait de la République, effectivement, il est sans doute de très très à gauche. Cet artiste déjà ouvre
on va dire, se révolte, je trouve ça déjà très intéressant, mais je ne suis pas d'accord avec lui dans le sens où ce n'est pas évidemment cette république tenue par l'oligarchie financière qui va nous sauver, mais c'est plutôt en nous recentrant et en reconsidérant l'âme de notre pays, de notre nation, la France. C'est par cette voie-là que nous arriverons de nouveau à résister. Et j'ai beaucoup apprécié récemment la voix de Charlotte Dornelas, la journaliste qui intervient sur Valeurs Actuelles, sur Boulevard Voltaire, et qui dit « Je me réveille le matin, je suis française, pas républicaine, je mange une gastronomie française, pas républicaine, je parle français, pas républicain. La République n'est qu'un cadre, ce n'est pas un mode de vie ni une civilisation. » Voilà. Donc nous devons retrouver, bien sûr, et c'est ce dont nous manquons, c'est cet appétit que nous avons et cette volonté de nous révolter, c'est pour retrouver notre civilisation, notre pays, la France, pour lequel nos arrière-grands-parents se sont battus, certains se sont sacrifiés, et ce n'est pas pour une administration républicaine, c'est pour notre pays, la France. Et malheureusement, effectivement, si les restaurants ferment, la gastronomie républicaine, ça n'existe pas dans les grandes chaînes de fast-food. Hein. Voilà. Donc, je vous invite à méditer sur ces paroles de Charlotte Dornelas, et surtout à ne pas perdre l'espoir, car en retrouvant notre âme d'amour de notre pays, nous pouvons continuer à faire grossir les rangs de ce deuxième groupe qui n'est pas décidé à se laisser faire. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine, mes chers amis.